suis à la fois très honoré d'être invité et très impressionné de parler devant vous de mon expérience personnelle. C'est toujours un peu délicat de parler de soi-même et je renacle un peu à le faire, mais j'imagine que c'est aussi intéressant pour les étudiants, pour les collègues, pour finalement la vie enfin, le passage en France de cette vie universitaire de recherche vers la valorisation qui est toujours difficile, compliquée, culturellement, je pense. Et en particulier, quand on parle de la finance, évidemment, il y a toujours un petit recul initial. Donc je vais essayer de vous expliquer effectivement quel a été mon parcours et comment finalement cette évolution de la physique statistique, qui est mon domaine initial, vers la finance a été extrêmement naturelle. Donc rapidement mon parcours, donc j'ai fait une thèse en physique atomique et statistique dans le laboratoire qui s'appelle maintenant LKB, qui à l'époque s'appelait spectroscopie hertzienne à l'ENS en 85. J'ai ensuite intégré le CNRS au laboratoire de physique statistique de l'ENS entre 85 et 93, et ensuite j'ai rejoint le CEA Saclay au SPEC, où j'ai passé des années absolument magnifiques. Et donc c'est aussi pour ça que je tiens à témoigner aujourd'hui, c'est que je pense que je suis vraiment très reconnaissant au CNRS d'abord, mais ensuite au SPEC, à Saclay, de m'avoir donné tant de choses finalement. Alors en parallèle, donc, parce que c'est des idées qui me trottaient dans la tête depuis longtemps, on a créé avec Jean-Pierre Aguilar en 1994 une société plutôt de conseil qui s'appelait Sciences et Finances, dont l'idée était justement de trouver des applications de la physique au monde de la finance. Alors Jean-Pierre Aguilar avait déjà créé en 1991 une société de gestion qui s'appelle CFM, qui s'appelle toujours CFM, et donc on a travaillé beaucoup la main dans la main dès le début, mais ensuite on a considéré que c'était plus simple finalement de fusionner Sciences et Finances et CFM, et au lieu d'être une société de conseil ouverte non seulement à CFM mais aussi à l'extérieur, de se focaliser sur la recherche interne de CFM. Alors j'ai cité d'autres noms. Mark Potters, qui est aussi un physicien statisticien, nous a rejoint en 1995, et en 2000, à partir de 2000, la société donc est maintenant dirigée par Jacques Solière, Philippe Jordan, Mark Potters et moi-même, avec, comme peut-être certains d'entre vous le savent, la disparition prématurée de Jean-Pierre Aguilar dans un crash de planeur dont il était friand et passionné en 2009. Donc par ailleurs, j'essaye de continuer une recherche académique et une activité académique. Donc j'ai encore beaucoup de relations avec mes anciens collègues de Saclay, et d'ailleurs un papier en gestation ces jours-ci. Donc j'ai été aussi enseignant à l'ESPCI pendant 8 ans, et puis je suis maintenant prof à l'IX, où j'enseigne justement un cours sur les systèmes complexes en 3e année, et j'espère vous expliquer un peu pourquoi tout ça est relié. Et puis par ailleurs, on a créé, donc c'était l'idée de Jean-Pierre Aguilar, qui justement pensait que après quelques années, comme vous allez le voir, qui n'étaient pas spécialement linéaires, on a beaucoup quand même recruté, fait appel à la recherche publique. On a voulu un peu renvoyer la balle et donc créer une fondation qui s'appelle la Fondation CFM pour la recherche, qui finance un certain nombre de thèses sur des sujets tout à fait généraux, qui n'ont rien à voir avec notre activité. Donc on finance entre 3 et 4 nouvelles thèses par an, donc on a à peu près 10 doctorants qui sont financés par la Fondation. Alors donc, quelle était mon expertise à l'époque ? J'aime bien décrire la physique statistique comme la science des fluctuations. Donc le mouvement brownien, c'est vraiment l'archétype de ce que le physicien statisticien étudie et modélise. Et il se trouve que c'est aussi le modèle initial qui a été proposé par Bachelier en 1900 pour décrire les mouvements de la bourse. Donc il y a une histoire un peu parallèle de la physique et de la finance qui commence très tôt, puisque peut-être certains d'entre vous le savent, mais la théorie du mouvement brownien en physique date de 1905 à Einstein, et finalement Bachelier avait dans sa thèse anticipé un certain nombre de choses passionnantes. Donc c'est la science des fluctuations d'une part,
et des effets collectifs d'autre part. Par exemple, les transitions de phase, le fait qu'un système dans son ensemble peut se comporter de façon extrêmement différente des éléments constitutifs de ce système. Donc c'est un peu la science qui permet à une simplicité d'apparaître à partir de la complexité microscopique de molécules qui interagissent sans arrêt les unes avec les autres. Et puis à l'échelle macroscopique, on peut avoir des choses très simples, mais on peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir de constituants extrêmement simples, faire émerger une complexité macroscopique très intéressante. Donc vous commencez, je pense, à sentir les analogies avec la finance et l'économie. Et en effet, cette science de la physique statistique, depuis plusieurs dizaines d'années, s'est diversifiée, a trouvé des applications dites hors les murs. Donc on s'intéresse aux avalanches, aux tremblements de terre, à la matière granulaire, à la biologie, à la science des réseaux, à la propagation des épidémies, etc., etc. Et dans tout ce fatras de questions intéressantes sur les collectivités d'objets, l'économie et la finance apparaissent relativement naturellement pour les deux raisons que j'ai dites. Fluctuation boursière décrite par le mouvement brownien dès 1900, effet collectif, crash, crise financière, etc., compréhension du macroscopique à partir du microscopique. Donc voilà, c'était mon bagage théorique, disons. Alors, quels sont les challenges de l'industrie financière qui s'est, comme vous le savez sans doute, énormément ingénierisée à partir, disons, des années 80 ? Et ces challenges de l'industrie financière, qui sont évidemment ce qui me préoccupe au premier chef par rapport à l'activité initiale de CFM, sont aussi partagés avec les challenges de la science économique. J'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, qui est plus théorique, qui est plus en amont, mais que je trouve passionnante. Alors, bon, disons, il y a évidemment énormément de directions dans lesquelles l'ingénierie financière s'est engouffrée, mais peut-être celle qui nous concerne le plus, à la fois par rapport à l'activité de CFM et puis peut-être de vos préoccupations en tant que gestionnaire de votre propre patrimoine, c'est finalement un peu ce qu'on pourrait dire une faillite de la gestion financière traditionnelle. Vous savez peut-être que seuls 70% des gestionnaires traditionnels sous-performent une gestion passive. C'est absolument étonnant parce qu'on se dirait que même si on fait n'importe quoi, on devrait avoir 50% de chances de faire mieux, 50% de chances de faire pire. Mais en fait, dès que vous faites quelque chose, il y a de la friction, il y a de la dissipation, et donc on perd de l'argent dès qu'on essaye d'intervenir sur les marchés. Mais au bout du compte, la valeur extraite par les gestionnaires de cette gestion active est extrêmement difficile à mettre en évidence et en agrégé est tout à fait décevante. Donc, essayer d'avoir une gestion de portefeuille ingénierisée, de contrôler des risques, d'optimiser les coûts, de comprendre de façon un peu rationnelle ce qu'on fait, ça nous semble, et c'est l'activité de CFM, j'y reviendrai, ça nous semble une activité tout à fait importante. Alors par ailleurs, il y a toute une gamme d'activités autres de l'industrie financière, comme l'invention de produits dérivés divers, leur valorisation, leur couverture. Je ne vais pas du tout essayer de vous faire un cours de produits dérivés ici, mais on en a beaucoup entendu parler. Certains de ces produits ont réellement une nécessité économique. On peut les voir comme des produits d'assurance si on veut, mais ils posent tout un tas de problèmes extrêmement complexes du point de vue de leur modélisation. Un nouveau thème, peut-être qui est apparu encore plus violemment ces dernières années, c'est celui de l'organisation et de la stabilité des marchés financiers. Si on réfléchit 5 minutes, on se rend compte que le fait de pouvoir faire se rencontrer un acheteur et un vendeur, c'est pas du tout trivial. L'acheteur essaye d'acheter au prix le plus bas, le vendeur essaye de vendre au prix le plus haut. Donc, si on ne fait rien, les acheteurs et les vendeurs se regardent en chien de faïence, et rien ne se passe. Donc, il faut organiser le marché pour permettre des transactions. Alors, ça entraîne toute une réflexion extrêmement intéressante, en tout cas du point de vue théorique, mais ça entraîne aussi des tas d'expériences, de nouveaux types d'organisation de marché, et on a beaucoup parlé du trading haute fréquence ces dernières années. Il s'insère tout à fait dans cette compréhension de comment un marché fonctionne, et beaucoup de choses qu'on lit dans la presse, malheureusement, ne comprennent pas cette complexité inhérente aux problèmes qu'on se pose. Et puis finalement, il y a tout ce qui est estimation des risques systémiques, des recommandations prudentielles des régulateurs,
Et quand on commence à réfléchir à ces problèmes-là, on se rend compte que dans beaucoup de cas, les yaka ou les solutions auxquelles on pense rapidement peuvent avoir des conséquences inattendues tout à fait au détriment de la stabilité des marchés. Donc c'est aussi un problème où l'ingénierie, où la réflexion scientifique est tout à fait nécessaire. Donc, bon, ces problèmes, bien sûr, sont abordés, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis très longtemps maintenant. C'est des problèmes qui sont des problèmes d'ingénierie, des problèmes quantitatifs, complexes. Mais ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que ces problèmes sont souvent résolus en s'appuyant sur des modèles qui d'abord sont très mathématisés, curieusement, beaucoup plus mathématisés que ce qu'on pourrait s'attendre pour une matière qui reste assez molle d'une certaine façon, avec des données extrêmement bruitées, enfin, on n'est pas en face d'un système physique où on peut reproduire des expériences, on est en face de quelque chose qui est intrinsèquement bruité, humain, non reproductible, dans une certaine mesure. Et donc d'avoir un corpus théorique hyper mathématisé m'avait semblé étrange. Et puis surtout, les hypothèses sur lesquelles ces modèles se basaient, en particulier des hypothèses de statistiques gaussiennes, donc de mouvements browniens, de modèles qui sont intrinsèquement stables, dans lesquels les crises ne peuvent être qu'exogènes et ne peuvent pas être engendrées par le système lui-même, tout ça me semblait assez étrange finalement. La statistique gaussienne, c'est une statistique où les événements disons, importants, par exemple la bourse qui décale de 23 écarts-types en une seule journée, comme ça s'est produit en octobre 87, est totalement exclu dans un monde gaussien. Donc de modéliser un monde aussi fluctuant avec des crises, des crashs par une statistique gaussienne m'avait semblé à l'époque tout à fait bizarre. Alors ceci dit, il faut dire que quand on n'a pas de données, ou quand on a peu de données, ce qui était le cas avant, disons, les années 80, c'est souvent le cas qu'on remplace une observation empirique par des axiomes. Et on sait très bien que dans certains domaines de la physique actuelle, la théorie des cordes par exemple, on fait beaucoup ça. Donc c'est vrai qu'on a un besoin de modélisation, de formalisation qui parfois est une façon de répondre à l'absence de données. Mais ce qui s'est passé justement, disons, à partir des années 80 et de façon exponentielle à partir des années 90, c'est d'une part la démocratisation des données de marché qui sont de plus en plus faciles à obtenir et à analyser. Ma première expérience en 86 d'essayer de me procurer des données dollars versus Deutschmark, puisque l'euro n'existait pas à l'époque, avait été un échec, puisqu'il aurait fallu que je paye 6 000 francs de l'époque, qui était une somme importante, pour acheter un petit floppy disk avec quelques données de Deutschmark dollars. Et évidemment, je n'avais ni les moyens personnels, ni la capacité de convaincre le laboratoire de physique statistique de l'école normale de s'intéresser à ces choses-là. Donc voilà, j'avais abandonné à l'époque. Et puis finalement, non seulement ces données sont devenues de plus en plus accessibles, de plus en plus massives, mais en plus les ordinateurs eux-mêmes ont permis de traiter ces données. Et finalement, donc, la coexistence de ces données massives et de la possibilité de les traiter, de les modéliser, et finalement de traiter un grand nombre de données autour de ces données financières, comme la construction de portefeuilles, tout ça a conduit à finalement l'apparition d'un nouveau type de gestion financière qu'on appelle quantitative asset management. Et on s'insère dans cette tendance mondiale. Alors j'ai donné quelques noms ici. Donc il y a des précurseurs dans les années 80. Ed Thorpe, qui est un mathématicien bien connu, qui a écrit les livres sur le blackjack, etc. Jim Simons, qui est aussi un mathématicien extrêmement réputé, qui a créé une société qui s'appelle Renaissance en 82 et qui est un petit peu dans notre domaine, notre modèle inaccessible, parce qu'ils ont fait ça de façon extraordinairement efficace et intéressante. Et puis en 90, donc, disons une séquence de création de sociétés un peu similaires à la nôtre, on pourrait dire les pionniers, même si ça me gêne un peu de le dire de nous-mêmes, mais D.E. Shaw, AHL en Angleterre, Citadel, Prediction Company, qui est une société créée aussi par un physicien du chaos qui s'appelle Don Farmer, que je connais par ailleurs très bien,
en 91 et donc CFM, comme je le disais, en 91. Et puis, plus récemment, une consolidation et une gestion quantitative qui était initialement regardée comme extrêmement exotique et qui devient de plus en plus monnaie courante dans le monde de la gestion d'actifs. Alors donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit finalement, comme dans beaucoup de domaines, on pourrait penser, je ne sais pas, au pilotage automatique des avions, etc., c'est essayer de reproduire de façon systématique et disciplinée une activité humaine. Et en l'occurrence, la gestion classique, où un analyste financier essaye de faire des investissements qu'il croit intelligents ou motivés ou performants. Il le fait sur la base d'informations publiques, évidemment. Tout ce qui est information non publique est interdit, c'est le délit d'initié. Donc on a droit d'utiliser toute information publique. Mais évidemment, l'information publique est gigantesque en réalité. Et elle était gigantesque dans le passé, mais elle était difficile à agréger, à étudier de façon systématique. Grâce justement à l'apparition de bases de données, on peut le faire de façon systématique et essayer de reproduire d'une certaine façon un certain nombre de règles de décision qui conduisent à penser qu'une société est survalorisée ou sous-valorisée par le marché. Alors l'objectif, c'est vraiment d'essayer de créer une performance financière, un investissement qui rapporte, disons, d'une année sur l'autre, de façon aussi régulière que possible, mais surtout auditable. C'est-à-dire que ce qui gangrène réellement l'industrie financière, à mon avis, c'est ce qu'on appelle le biais de sélection. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile de distinguer un gestionnaire qui a juste simplement eu de la chance d'un gestionnaire qui a un réel talent ou une réelle compréhension de ce qui se passe. Finalement, si vous faites un pari par an, de faire 5 années de suite le bon pari, c'est pas si rare que ça. Et donc, quand on est dans un monde où il y a des dizaines de milliers de gens qui essayent de faire ce métier, vous allez toujours trouver des Mozart du domaine qui ont peut-être simplement eu de la chance. Donc, c'est vraiment un problème très très difficile parce que justement, certains d'entre vous tout à l'heure pourront me demander si finalement nous-mêmes, est-ce qu'on a simplement eu de la chance ou est-ce qu'on a un certain talent. Mais justement, je pense que cette gestion systématique, on essaye de l'étayer, on essaye de l'auditer, de savoir quelle décision on a prise, pourquoi on l'a prise, et du coup, on essaie d'éliminer autant que possible l'élément chance. Voilà, donc disons, notre métier, c'est 3 étages. Le premier étage, c'est ce qu'on appelle la recherche de signaux, disons. C'est des modèles extrêmement variés, disons de valorisation au sens large, basés, comme je le disais tout à l'heure, sur des données massives qui permettent d'identifier des opportunités ou des anomalies de marché, sur des très nombreux instruments simultanément. Donc on peut traiter effectivement énormément d'informations en simultané et pouvoir comparer par exemple des actions entre elles, de le faire de façon systématique et avec des données massives, donc de façon statistiquement significative, puisqu'on a énormément de données pour faire ces bancs d'essai en quelque sorte de comparaison. Ensuite, on a ces signaux, donc on a toute une gamme de signaux qui nous disent, chacun d'entre eux, il faut évidemment le souligner, chacun de ces signaux est extrêmement peu performant. On a un biais par rapport à 50-50 qui est extrêmement faible, parce que dans une première approximation, malgré tout, les marchés sont difficiles à prédire, ça se saurait sinon. Mais en essayant justement d'être systématique sur ces petites anomalies de marché qui permettent une prévisibilité, tout le jeu, entre guillemets, est d'extraire à la fin de la valeur de ces petits signaux. Alors par rapport justement à ces signaux, il faut encore faire 2 choses. D'une part, construire des portefeuilles très diversifiés pour faire en sorte que tous ces petits paris qui sont très mauvais individuellement arrivent, disons par la loi des grands nombres, à faire apparaître un signal agrégé qui est intéressant, mais avec un risque qui est strictement contrôlé, pas se mettre à prendre des risques invraisemblables et d'avoir de la chance ou de la malchance le jour où on a pris beaucoup de risques, une fréquence d'intervention sur les marchés qui est elle aussi contrôlée, parce que, comme je vais le dire dans une seconde, et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dès que vous intervenez sur les marchés, en fait, vous perdez de l'argent. Il y a des frictions,
des frictions directes, des coûts d'intervention à des intermédiaires, mais il y a aussi une friction qui est beaucoup plus pernicieuse d'une certaine façon et beaucoup plus intéressante d'ailleurs du point de vue scientifique, c'est ce qu'on appelle l'impact. C'est-à-dire le fait même qu'on achète sur les marchés pousse les prix à la hausse et vice-versa. Donc à partir d'une simulation dans le passé où vous n'étiez pas là, le fait même d'intervenir sur le marché va toujours être en votre défaveur. Vous allez toujours commencer à acheter, puis le prix va monter à cause de vous et vous allez payer plus cher ce que vous pensiez acheter moins cher dans votre simulation. Donc il faut bien être conscient de ces problèmes et réguler, disons, la fréquence d'intervention sur les marchés par rapport, disons, aux gains espérés et aux coûts qu'il va falloir, d'une façon ou d'une autre, subir. Et justement, ça nous mène au troisième étage de la fusée, en quelque sorte, qui est de réfléchir à comment exécuter de façon optimale des décisions qui sont prises par ailleurs. Donc, typiquement, on prend des décisions qui sont relativement lentes, qui restent valables pour plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais ensuite, il faut aller exécuter ces décisions sur le marché, c'est-à-dire trouver, si on veut acheter, un vendeur en face et le faire au meilleur prix, en quelque sorte. Et donc ce problème des coûts, ce problème de l'interaction avec les marchés est un problème, comme je le disais tout à l'heure, passionnant, extrêmement fin du point de vue scientifique. Et c'est là qu'on interagit avec un autre type de population sur les marchés financiers, qu'on appelle traditionnellement des market makers, qui sont, si vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure, qui sont en quelque sorte des arrangeurs de mariage entre les vendeurs et les acheteurs qui sinon se regarderaient en chien de faïence et non de fusil. Et ces market makers qui ont toujours existé dans les marchés, qui sont des gens qui achètent aux vendeurs, qui vendent aux acheteurs, ils permettent au marché de fonctionner, sont essentiellement remplacés par la finance haute fréquence dont on entend beaucoup parler. Donc, si vous voulez, pour nous, l'exécution des décisions passe par un marché électronique et il faut comprendre comment ce marché électronique fonctionne, comment les HFT en face de nous, quelles sont leurs stratégies et essayer d'être meilleurs qu'eux ou en tout cas de ne pas se faire, disons, de payer le moins possible en quelque sorte la transaction qu'on cherche à faire. Alors j'ai parlé de l'impact, j'en parlerai peut-être un petit peu à la fin, mais il y a une loi au sens de la physique qui apparaît quand on étudie l'impact des transactions, qui est une loi extrêmement reproductible, qui est une loi statistique, bien sûr. Quand vous achetez sur un marché, il se peut qu'à ce moment-là, le marché décale à la baisse et donc vous achetez, le prix a baissé. Donc, en fait, grosso modo, 50% du temps, c'est ce qui se passe. Mais en moyennant sur un grand nombre d'événements, vous voyez apparaître une loi d'impact qui est tout à fait spectaculaire parce qu'elle est très non intuitive. En deux mots, je ne vais pas du tout rentrer dans le technique, mais si vous traitez une quantité Q, comme quantité, l'impact que vous avez n'est pas proportionnel à Q, comme on aurait pu s'y attendre un peu naïvement, mais proportionnel à la racine de Q. Et cette racine qui est tout à fait non conventionnelle, qui d'ailleurs n'est pas du tout celle qui est prédite par les modèles classiques en économie, a des conséquences justement du point de vue de l'exécution optimale qui est tout à fait importante, donc il faut la comprendre, mais du point de vue purement scientifique, c'est une surprise. Et en général, quand on fait une surprise empirique, ça veut dire qu'on découvre peut-être une structure plus profonde qu'on ne comprenait pas avant. Et donc, il y a toute une recherche qui s'est développée, en particulier à CFM, sur cette loi d'impact en racine carrée. Alors, quelques chiffres. Donc, CFM, en comptant Sciences et Finances, on était 5 en 95, et moi j'étais à CFM, enfin à ce qui était Sciences et Finances à l'époque, une journée par semaine, donc c'était une toute petite structure. On est 35 en 2005 et on est 150 en 2015. Alors ça paraît comme ça en prenant trois snapshots, trois instantanés, une croissance spectaculaire, mais en fait, évidemment, il y a eu énormément de crises, en quelque sorte, de choses qui auraient pu nous faire mourir. Et donc, ça paraît comme ça avec le recul. C'est le biais de sélection dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on regarde les vainqueurs, les survivants, ben, par définition, c'est ceux qui ont survécu. Mais l'aventure, et j'en parlerai peut-être si vous voulez tout à l'heure, a été tout à fait non linéaire. Alors, on a des bureaux à Paris, à New York, à Londres et à Tokyo.
On a de l'ordre de peut-être 130 clients qui sont institutionnels. On a très peu de gens qui investissent de façon personnelle. Ce n'est pas du tout une clientèle qu'on essaie de recruter. Ces clients viennent à 50% d'Amérique du Nord. Pendant longtemps, ça a été 90-95%. On a été très peu performants au début en France et en Europe. Donc cette proportion s'est rééquilibrée avec le temps. Donc on est maintenant plus à 50% Amérique du Nord, 40% Europe et 10% Asie-Pacifique, incluant l'Australie. Donc dans ces 150 personnes à CFM, on a 40 chercheurs qui sont tous docteurs en sciences pures. Donc c'est aussi notre spécificité, c'est-à-dire qu'on ne recrute personne qui a une expérience en finance, personne qui a un doctorat en économie ou en finance quantitative. Alors c'est un peu bizarre, mais c'est justement ce qu'on défend, c'est cette vision peut-être différente, on va pas dire meilleure ou pire, mais en tout cas différente, une vision basée sur les données, sur justement une analyse de physicien, de regarder des données d'abord avant de comprendre quel modèle on peut leur appliquer. On a donc 18 nationalités, donc un recrutement très international, même si on a évidemment beaucoup de chercheurs français qui viennent donc de la science pure, physique, maths, informatique. On a aussi dans l'entreprise des postdocs, des doctorants, des stagiaires, et donc on essaie de mener, je le dirai tout à l'heure, une recherche appliquée bien sûr, mais en gardant un lien très fort avec la recherche académique, les institutions académiques et les problématiques académiques. Alors en plus de ces 40 chercheurs, on a 80 IT engineers, donc des gens qui s'occupent de tout ce qui concerne tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire les données. En particulier, on stocke de l'ordre de 2 téraoctets de données par jour. Donc il y a l'abonnement à ces flux de données, le nettoyage de ces données, le stockage de ces données, l'accès au marché, etc., etc. Et puis, donc, depuis 20 ans, on a aussi contribué, c'est ce que j'essayais de dire, à une amélioration de la connaissance dans le domaine de la finance et de l'économie, qui se solde par 120, j'ai compté hier, de l'ordre de 120 publications académiques, et un livre qu'on a écrit dans les années 90 qui s'appelle Théorie des risques financiers, Theory of Financial Risks. Alors, juste pour vous donner quelques succès scientifiques qui sont reliés à la physique statistique, pour illustrer le fait que c'est vraiment notre ADN qui est toujours là et qui continue à nous rendre, disons, à nouveau différents et peut-être avoir un biais concurrentiel dans ce monde-là. Donc on s'est intéressé à la théorie des options et à la modélisation non gaussienne des prix, je l'ai dit tout à l'heure. On s'est intéressé à ce qu'on appelle des grandes matrices de corrélation. Donc quand vous avez un univers de milliers d'actions, une information très importante, c'est de savoir si ces actions bougent ensemble ou si elles sont décorrélées. Et donc, on construit un objet très gros, qui est une matrice, qui est de la matrice de corrélation entre ces 2000 actions, par exemple. Et en fait, il y a des tas de problèmes de mesure et de nettoyage de ces matrices de corrélation qui sont très bruitées et qui font appel à des méthodes disons, de physique mathématique très pointues, qui s'appellent la théorie des matrices aléatoires. On s'est intéressé à la modélisation de l'impact, je l'ai dit tout à l'heure. En particulier donc avec Doyne Farmer qui avait créé Prediction Company en 91. Donc on a créé un article de revue qui est cité là. Et puis plus récemment, en particulier avec Jonathan Donnier, qui était un de mes élèves à l'école polytechnique et qui fait sa thèse à CFM en ce moment. Et puis finalement, une nouvelle gamme d'activités qui est ce qu'on appelle les modèles d'agents, Agent-Based Models, où on essaye de faire des simulations, disons en échelle réelle par exemple, de monde économique fictif pour voir, par exemple, si on peut faire apparaître des crises endogènes. Et donc, on a fait partie d'un projet européen qui s'appelle le projet Crisis, qui a conduit un certain nombre de publications à nouveau. Voilà, alors pour conclure et peut-être laisser le temps à des questions, mon retour d'expérience, puisque c'est ça qu'on voulait de moi, c'est que, d'une part, je pense qu'il a été très important pour moi-même, mais dans d'autres cas aussi que j'ai pu observer au cours de ma carrière, c'est qu'il ne faut pas hésiter à passer du temps dans le monde de la recherche. Il ne faut pas forcément, dès le début, se dire, d'ailleurs ce n'était pas du tout dans mon agenda initial, qu'on allait forcément créer quelque chose. On peut l'avoir,
qu'ils ont en filigrane, on peut l'avoir derrière la tête, et peut-être c'était mon cas, mais clairement, je pense qu'on apprend beaucoup de la recherche quand elle est totalement gratuite, et personnellement, j'insiste beaucoup pour que les étudiants des grandes écoles que je côtoie fassent des thèses, parce que je pense que c'est vraiment extrêmement important pour tout ce qu'on fera par la suite. Et évidemment, au-delà de la thèse, le passage dans le monde de la recherche m'a énormément appris. Ensuite, c'est vrai que il faut avoir un peu l'intime conviction, enfin en tout cas dans notre cas c'était ce qui s'est produit, d'avoir quelque chose à déranger. Si on vient pour ne rien déranger, comme disait René Char, on ne mérite ni patience ni égard. Je pense que c'est important effectivement d'avoir une idée qui dérange, avec évidemment tout ce que ça implique comme ennui, parce que évidemment le fait qu'on dise des choses différentes à l'époque ne nous a pas créé que des amis, donc il faut avoir conscience que ce dérangement peut être conflictuel. Alors dans notre cas, j'en ai parlé, il y avait des progrès technologiques et surtout des nouvelles données qui ont permis à notre activité de démarrer et d'avoir un sens. Ça a été dit par l'orateur précédent, mais encore une fois, je parle de mon expérience, mais évidemment, tout ça n'aurait pas existé sans des rencontres exceptionnelles qui sont certainement de la chance aussi. La rencontre de Jean-Pierre Aguilar a été extraordinaire. Le fait de pouvoir travailler avec des gens de la qualité de Mark Potters ou d'autres a réellement permis à cette entreprise de survivre et de prospérer. Donc la qualité humaine des collaborateurs est évidemment importante, et je pense que c'est une trivialité de le dire, c'est peut-être moins trivial de faire en sorte que sur le long terme, cette qualité reste. Donc on s'est beaucoup attelé à faire en sorte que le travail quotidien soit intéressant, que les gens aient envie de rester et de travailler ensemble. Donc voilà, pour résumer, patience, résilience, cohérence dans le discours, essayer d'avoir effectivement de dire toujours la même chose, de dire ce qu'on veut faire et d'essayer de le faire vraiment. Et puis évidemment, humilité et une énorme part de chance, puisque, comme je l'ai mentionné, à plusieurs reprises dans les 25 ans de CFM maintenant, l'année prochaine, on aurait pu disparaître, et il y a des moments où il a fallu beaucoup de chance pour ne pas être entraîné. Voilà, merci de votre attention, et je suis prêt à répondre à des questions.